Ok, chers amis, je vous propose donc de démarrer cette nouvelle session, le Marson, le webinaire Le Marson. Comme vous le voyez, on essaye de choisir des thèmes et des sujets qui soient porteurs, événementiels ou très techniques, etc. Alors aujourd'hui, vous n'allez pas être étonnés, mais je vais vous parler d'un sujet qui me porte particulièrement à cœur, puisque je suis DSI, j'ai été très longtemps DSI, donc directeur des systèmes d'information, IT manager, tout ce que vous voudrez, mais tout ça c'est la même chose, hein. Donc des responsables du TI, si vous préférez, pendant de nombreuses années. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu l'évolution de ce qu'a été et de ce qu'est cette fonction, et puis ce qui ne me convient pas. Ah, donc je vais un peu vider mon sac, parce que je trouve qu'il y a des choses qui ne collent pas, qui ne collent pas. Je pense que c'est un métier très difficile, être DSI. Alors, je vais choisir le mot DSI, hein, si vous voyez, si ça ne vous gêne pas, on ne va pas trop mélanger avec les autres. Alors, donc, ce que l'on va faire, c'est que je vais tout de suite attaquer donc, le partage donc, de mon écran. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut donc sauver le soldat DSI? Bien entendu. Ou si vous préférez, est-ce que le directeur du TI a encore un avenir? À court terme, oui. À moyen terme, beaucoup moins. À long terme, pas du tout. Alors, ça, c'est mon point de vue. Et donc, je vais, encore une fois, peut-être un peu vous choquer, mais je vais dire des choses. Alors, ce que je l'ai mis ici, attention, c'est un webinaire qui apparaît comme étant un webinaire à charge. Mais surtout, ne le prenez pas au premier degré. Si vous êtes vous-même directeur de TI, ne prenez pas, ne faites pas un procès pour ça. Hein. J'essaie simplement de mettre en évidence des éléments qui me paraissent, vous voyez, des questions en tout cas qu'il faut se poser. Voilà. Donc ne prenez pas ça au premier degré. Il faut garder, je suis sûr que vous allez le faire, garder votre sens de l'humour, bien entendu. Et puis certaines affirmations ne seront là que pour susciter, je vous le rappelle parce que je le fais souvent, donc l'indignation donc, du public et bien entendu, on espère bien entendu un droit de réponse. Alors, en gros, le sommaire que je suis, c'est, je pense qu'il y a un changement de stratégie dans les entreprises, vis-à-vis en tout cas donc, du DSI, et je ne crois pas que le DSI représente l'avenir, c'est mon point de vue, et je vais donc plutôt argumenter donc, sur cette position-là. Je pense que c'est la période maintenant où on voit la prise de pouvoir des utilisateurs. J'ai eu souvent l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, par exemple avec les méthodes agiles. Je pense que c'est une très bonne chose, prise de pouvoir donc, des utilisateurs. Je crois que la direction du TI est une direction sous surveillance. Et alors, on va se poser la question, à quoi sert un DSI donc, en 2021 ? Et j'ai même fait une espèce de, on va dire, d'emploi du temps d'une journée. À quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'il fait donc réellement? La séparation métier du technique que nous vivons maintenant et la confirmation du cloud met en évidence une chose qui me paraît essentielle, qui est le fait que ça fait 40 ans qu'on se trompe sur les directions de TI et qu'elles ne sont pas ce qu'elles devraient être. On va le voir un peu plus loin. En fait, la direction informatique, la DSI, devrait plutôt être une DOSI, c'est-à-dire une direction organisation qui va utiliser des moyens techniques pour mettre en œuvre ce qu'elle suggère, ce qui n'est pas pareil. Et je crois qu'on a raté le coche il y a 40 ans, en partant sur un éblouissement technique mis en valeur, en particulier par IBM, mais qui ne correspondait pas, et j'en suis convaincu aujourd'hui, aux besoins réels donc, des entreprises. Donc, la séparation métier est technique qui s'est faite malheureusement, et donc on va y revenir. Les grands chantiers à venir, bien sûr, on va les rapidement donc, les évoquer pour notre directeur de TI. Le malheureux, avec des contraintes qui se multiplient maintenant à l'infini, l'énergie, les données personnelles, sécurité, etc. On va avoir l'occasion d'évoquer tout ça. Et puis, on va donc regarder ce qu'est donc le TI aujourd'hui, directeur du TI actuellement, avec un TI transitoire, qui, à mon sens, va durer pas plus de 10 ans, donc avec
voyez, entre maintenant et puis 10 ans qui viennent, donc un nouveau rôle donc, du DSI, pour aller in fine vers une espèce de système d'information qui sera orienté en étagère. Et je m'explique en disant ça, c'est le fait que le futur système d'information ne sera pas cette complexité, ces spaghettis que l'on connaît aujourd'hui, mais plutôt des services auxquels on va recourir un petit peu d'une manière indépendante et sans nécessairement passer par quelqu'un dont c'est le métier, sous la forme de service. Un peu comme aujourd'hui, je mets un moteur de recherche dans ma machine, je fais des choses, vous voyez, sans avoir nécessairement un squelette bien particulier. Ce sera des services. Bien. Et je crois que le responsable de TI va finir, alors entre guillemets, il ne va pas mourir pour autant, hein, mais il va finir en tant qu'acheteur technique et il va donc appartenir, à mon sens, à une direction, on va dire, des moyens généraux dans les entreprises. Il y aura 1, 2, 3, 10 personnes qui vont s'occuper plutôt d'acheter donc des prestations pour le compte d'eux. Et la dernière question à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce que la filière donc, de directeur du TI est intéressante pour le futur? Je vous réponds tout de suite, non. Si j'avais dû faire ce choix il y a un certain nombre d'années, eh bien, je ne l'aurais pas fait aujourd'hui. Je n'aurais pas fait le même. Il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas tout à fait ça. En fait, si vous voulez, c'est ce que je vous ai mis ici, hein, le DSI passe d'un statut de ce qu'il était auparavant, c'est-à-dire un VIP, quelqu'un pour respecter, vous vous rendez compte, c'était quelqu'un qui savait faire marcher, voire même programmer des ordinateurs, des gros mainframes d'IBM auxquels personne ne comprenait rien. Alors, eux, ils savaient s'en servir. Bien entendu, ça nous donnait un prestige absolument extraordinaire que maintenant, bien entendu, n'existe plus. Et donc, il passera de ce statut donc, de VIP à ce statut, donc, à mon sens, d'acheteur technique donc, spécialisé. Je crois que l'évolution, elle va se faire en 3 étapes. Alors d'abord, actuellement, c'est quoi les 3 personnages que l'on voit ici. On peut dire que le TI aujourd'hui, le responsable du TI, est encore quelqu'un relativement heureux. Attention, je ne parle maintenant que des entreprises pour lesquelles l'informatique n'est pas une denrée vitale. C'est-à-dire que ce n'est pas une banque. Ce sont des entreprises qui se servent de l'informatique plus ou moins bien pour mettre en place donc, des process donc, de gestion, mais sans, à la limite, ils pourraient s'en passer pendant une semaine. Quoi. Ils pourraient faire des factures à la main, vous voyez, des choses comme ça, utiliser un vieux téléphone. Par contre, pour une banque, c'est plus pareil. Parce que là, il faut tenir les comptes en temps réel et l'informatique est absolument nécessaire. Là, je parle des entreprises pour lesquelles il y a encore un choix. Donc aujourd'hui, on a une espèce de, on va dire, de DSI hybride, hein, qui est un peu métier, vous voyez, un peu technique, mais il a beaucoup perdu donc, en technique, mais surtout, il a énormément perdu en pouvoir. Et ça, je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire, à une époque, les directeurs de TI étaient ceux qui allaient devenir les directeurs généraux de demain. Maintenant, plus du tout. Hein. On vous propose plutôt une retraite anticipée. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout le même contexte. Ensuite, dans les 10 ans donc, qui vont venir après, il y aura une transition, donc je viens de vous le dire, qui sera orientée service, et avec la bascule dans le cloud, et puis une lente dégradation de la fonction. Et je trouve que c'est un petit peu la revanche des directions générales et des présidents. Parce que pendant longtemps, les dirigeants se méfiaient terriblement des gens du TI parce qu'ils ne comprenaient rien à ce qu'ils disaient. Bon, ce n'était pas le même métier. Et ils se méfiaient beaucoup de ce pouvoir dans le pouvoir. Eh bien, les 10 ans qui viennent, à mon sens, vont marquer donc une dégradation, on vient de dire, donc, du pouvoir donc, des gens du TI, et puis une position de moins en moins éminente du directeur de TI dans l'entreprise. C'est déjà le cas maintenant. Et dans le futur, donc alors là, le futur, je le positionne aujourd'hui 2030, 2035, mais il ne faut pas croire que c'est loin, hein, c'est donc dans 10 ans ça. Hein. Eh bien, donc notre directeur de TI va devenir un acheteur donc, spécialisé et frustré, et on le voit ici en bas à droite, lorsqu'il n'est pas mis dehors. Parce qu'à un moment donné, on pourra se poser la question de l'utilité véritablement d'un patron de TI. Bon, je sais bien que mes amis responsables des SI vont peut-être m'en vouloir de dire ça, mais c'est quand même assez vrai. Donc, on ne sera pas demain dans la même situation qu'aujourd'hui. Alors, on a dit que les entreprises changent fortement donc, de stratégie. Et bien entendu, je parle de stratégie par rapport
à l'IT manager. Alors déjà, hein, je viens de l'évoquer, donc la DSI n'est plus une filière prestigieuse. Pourquoi? Eh bien parce que le consumérisme, alors je viens de venir dans un instant, est passé par là. Tout le monde a 3 machines à la maison, des connexions réseau, on a même mis un switch, etc. Bon, donc il n'y a plus ce côté absolument ahurissant qu'avaient les mainframes autrefois. Mais vous savez, ce n'est pas du tout un vain mot quand je dis ça, c'est vrai. Moi, je ne faisais pas partie des premiers arrivants, mais quand je suis arrivé donc, à ma fonction, je sentais quand même que quand les gens parlaient d'informatique, pour eux, c'était du chinois, quelque chose d'incompréhensible et de très, très prestigieux. Donc, on va le venir parce que on va le voir un peu plus loin. Le consumérisme est donc passé par là. Le directeur du TI n'est donc plus appelé à des hautes destinées, hein, c'est fini ça, et très significatif, il ne participe plus au comité exécutif. Ce qui, de mon point de vue, est une erreur grave, parce que l'informatique joue quand même un rôle important aujourd'hui, mais là encore, c'est une manifestation, on va dire, de cette méfiance qu'ont les dirigeants par rapport à cette fonction donc, de TI. Hiérarchiquement, vous avez bien vu, le patron du TI, il ne répond pas directement au président, au directeur général. C'est pour ça que bien souvent, dans tous les webinaires qu'on a fait ensemble, lorsqu'on présentait l'organisation, la sécurité par exemple, moi je pense qu'il fallait toujours rattacher le responsable donc, du TI à la direction générale, ne serait-ce que pour qu'il puisse travailler, ce qui n'était pas forcément très évident. Là, maintenant, c'est plus comme ça. Donc, le directeur de TI est raccroché donc, à une direction intermédiaire qui est souvent parfaitement incompétente. Il faut bien dire le mot. Non, en France, on parle beaucoup de secrétariats généraux, ou alors la direction financière. Hein. Bon, pour qui? Vous savez, pour eux, c'est une extension de pouvoir. Un certain nombre de personnes en plus, ça fait bien dans le CV. Mais en fait, ils se moquent royalement de ce qu'il y a dans cette fonction de TI. Je pense que c'était une erreur de casting absolument énorme, mais on l'a faite. La technique informatique, en plus, j'en suis convaincu aujourd'hui, elle est de plus en plus méprisée par les dirigeants. Et c'est l'inverse de l'attitude qu'ils avaient auparavant. Auparavant, ils avaient peur. Maintenant, ils ont surmonté leur peur. Ils voient que finalement, leur ordinateur à la maison, il n'explose pas. Hein. Et donc, ça a perdu son prestige. Et ils ont la réaction inverse. Ce n'est que de la quincaille. Ce ne sont que des bouts de tôle avec un petit peu d'intelligence et encore très banal à l'intérieur. Il y a une forme aujourd'hui de mépris. Puis en plus, on a vu arriver depuis quelques années quand même une nouvelle génération de personnes qui sont des jeunes loups, hein, avec une approche marketing un peu technique, enfin ils s'imaginent en tout cas, hein, très orienté management, hein, qui connaissent un peu de tout, mais rien de précis. Voyez, et donc, on ne peut pas s'entendre avec eux, on ne peut pas se comprendre. Et malheureusement, on y viendra dans quelques instants, les directions générales des entreprises leur font souvent confiance en créant ce qu'on va appeler des shadow IT, donc des informatiques parallèles, hein, ou des informatiques de l'ombre. Et souvent, ce sont des gens comme ça, et qui dirigent ce genre de choses. Et ça provoque des catastrophes. Je pourrais vous en citer donc des centaines. Au fond, les entreprises ont opté pour une séparation aujourd'hui des responsabilités. On le voit avec le shadow IT. Hein. Alors, par exemple, les responsables de communication, hein, les gens dont on parlait à l'instant, se sont découverts des ambitions, mais je dirais pas des compétences, hein, parce qu'ils ne les ont pas. Et les résultats que l'on obtient sont mitigés, hein, c'est ce que je viens de vous dire. C'était un moyen aussi pour la direction générale de reprendre la main. Je vous disais qu'elles ont eu peur. Elles avaient peur de nous, c'est vrai. Hein. Mais maintenant, c'est fini, ça. Et l'informatique, quand même, qui est de plus en plus importante, les directions générales l'acceptent, ça, le reconnaissent, mais elles ne veulent pas associer donc à cette informatique, au TI, une notion de pouvoir. Et c'est là que se situe donc la très grande différence par rapport donc, à ce qu'on a connu auparavant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces gens-là, je parle de ces gens, c'est-à-dire des nouveaux venus, jeunes loups et puis direction, eh bien, elles font plaisir à tout le monde. Et donc, quel que soit le prix à payer, d'autant plus qu'elles ne sont pas capables, en général, de mesurer ce fameux prix. Je provoque, hein, je sais que j'entends des ricanements en ce moment, je provoque, bien entendu, ne prenez pas ça au premier degré. Par exemple, la fameuse BYOD, c'est-à-dire on autorise les gens à mener leur mobile au bureau
alors que c'est une aberration technique du point de vue de l'administration, du point de vue du management. Vous voyez, pour eux, c'est du cambouis, c'est des problèmes techniques que de toute façon que des techniciens vont arriver à résoudre. Il faut arrêter de se cacher derrière cette perception. À mon avis, ça n'a pas de sens. Et puis, je prendrai un exemple qui est très significatif aujourd'hui, c'est le cloud ou le nuage pour les amis québécois. Donc, désolé, mais quand j'ai des discussions avec certains hauts dirigeants dans les entreprises, je suis effaré de la perception qu'ils ont donc, du cloud. Ils ne se rendent pas compte qu'en n'y allant pas, ils font une erreur, mais en y allant trop, ils peuvent aussi faire une erreur. Je pense qu'ils n'ont pas compris la subtilité qu'il y a dans l'usage donc du cloud pour des vrais besoins et pas nécessairement pour tout. L'objectif, c'est pas de se séparer donc des techniciens ou des informaticiens. L'objectif, c'est d'utiliser au mieux des ressources gérées et administrées par des gens dont c'est le métier. Pas convaincu, si vous voulez, que ce soit tout à fait compris dans les hautes sphères. Alors, si on se résume sur ce qu'est finalement donc le DSI, vous voyez, je l'ai mis ici à droite, beaucoup de directeurs de TI sont déçus et frustrés. Ils se disent, après tout, autant se suicider, au moins ça aurait l'avantage d'abréger donc l'agonie. Bon, c'est une image, bien entendu. Je pense que DSI, c'est devenu un métier très difficile, parce que c'est très compliqué, il y a énormément de choses, complexité des technologies à mettre en œuvre, c'est pratiquement impossible donc à suivre. Alors, maintenant, c'est vrai que dans l'état actuel des choses, donc la perception de la DSI d'entreprise, le DSI est quand même responsable encore pour un temps du bon fonctionnement donc, du système d'information. Le cloud va changer ça en partie, mais bien entendu pas totalement. On est donc passé d'un modèle où le DSI concentrait tous les pouvoirs à un modèle de dépendance, donc du direction opérationnelle. On se résume, c'est ce que je viens de dire. On utilise maintenant des shadow IT, vous voyez, et la DSI, elle est maintenant au service d'une stratégie et elle s'intègre, on va dire, dans une approche de pilotage d'entreprise par le système d'information. Et donc, on le verra aussi, le DSI est de plus en plus obligé maintenant de remplir, non pas des timesheets, mais des feuilles de temps, mais disons, il est obligé de se justifier. Et d'ailleurs, vous verrez que le mot justification va revenir. Parce que qu'est-ce que l'on fait au fond aujourd'hui dans les directions donc, de TI? On est évalué, on nous compare à d'autres directions opérationnelles et c'est jamais à notre avantage, c'est quand même un peu triste. On nous considère comme un centre de coût et non pas comme un gisement de valeur, ce qui est une erreur profonde, parce qu'une informatique bien menée, bien installée, avec donc on va dire la complicité donc des utilisateurs, peut rendre d'immenses services et effectivement apporter donc une valeur ajoutée donc de haut niveau. Bon, mais voilà, gisement donc de valeur. Alors, c'est vrai que le temps n'est plus aujourd'hui où on décidait en tout cas de la pertinence donc des services et de la nécessité de les mettre en œuvre. Avant, c'est ce que l'on faisait. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, on a 36 avis différents, surtout par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. La fonction DSI n'est plus un passage obligé dans une carrière, et ce n'est pas une fin en soi. J'ai connu ça aussi très souvent, des gens qui allaient devenir des grands dirigeants donc demain, devaient faire un passage pendant 3 ans à l'informatique, pendant lesquels ils commettaient des dégâts absolument effroyables, qu'il nous fallait après 20 ans pour réparer. Mais bon, il fallait laisser son empreinte, donc on faisait un peu n'importe quoi. J'ai des exemples effarants donc, dans ce domaine. Cela dit, le directeur de TI d'aujourd'hui, on lui demande quand même des qualités. Son sens de l'écoute, il doit être rigoureux, il doit avoir une ouverture d'esprit et il doit être social. Je rappelle que c'est même sa première fonction aujourd'hui. Il doit être résilient, réactif et être force de proposition. Alors, la grande ambiguïté, alors ici, la grande ambiguïté, attention, et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est un point qui est vraiment essentiel, c'est qu'on a fait une erreur de casting depuis le début, depuis 40 ans. Alors maintenant, ne confondons pas les petites entreprises avec les grandes entreprises. Dans les PME, le responsable de TI fait un peu tout, c'est plus juste s'il ne fait pas le ménage, mais bon, il fait un peu tout, il programme, il achète des produits, il les installe, il se fait injurier par son patron, enfin bref, il fait tout. Donc, ne pas confondre celui-là avec vraiment un responsable de TI d'une grande entreprise. Alors, l'ambiguïté, c'est donc la suivante. La DSI la direction du TI
ne se justifie pas. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on a actuellement une direction de l'électricité? Non. Dans les moyens généraux, on a des gens qui vont payer des kilowattheures à Hydro-Québec ou à l'EDF, vous voyez, et donc on a des gens comme ça. Mais on n'a pas une direction électrique, on a des moyens généraux. Alors, cette erreur de casting depuis, je vous dis, 40 ans, fait qu'on nous fait pratiquer un métier qui n'est pas le nôtre. Nous, notre rôle à nous, je viendrai plus loin, c'est ce que j'appelle la DICO. Notre rôle, c'est de réfléchir au process métier, comment on pourrait les améliorer, et ensuite en déduire donc des solutions techniques. Vous voyez, en plus, la direction, donc, direction de IT Management, donc DSI, n'a pas de légitimité forte. Hein. Je vous dis, à l'époque, dans les années 60, alors je place toujours 60 parce que 1964, ça a été le démarrage donc, des systèmes donc, mainframe donc, d'IBM avec la troisième génération, donc c'était le 360 d'IBM et la programmation au COBOL, hein, donc à l'époque. À l'époque, les gens du TI, c'était un pôle de compétences. Parce que c'est vrai que le pupitrage d'un ordinateur 360 et après 370, on ne peut pas dire que c'était d'une simplicité évidente, hein, il y avait des boutons partout, et donc on n'osait même pas lesquels toucher. Donc c'était quand même relativement compliqué. Vous voyez, donc, mais le vrai patron à l'époque, c'était quand même IBM. Et quand je dis IBM, et quelques comparses, surtout IBM donc, qui était présent, c'était des pôles de compétences. Et donc on est parti sur cette erreur, sur le fait qu'on est parti sur la technique, alors qu'il aurait fallu réfléchir dès le départ en se disant, ce dont j'ai besoin, est-ce qu'une solution mainframe est capable de répondre aux besoins? C'est ça qu'il aurait fallu se dire. Mais empêtré dans les problèmes techniques, je rappelle quand même qu'à l'époque, changer le système d'exploitation, ça pouvait nécessiter 1 an de travail. Donc évidemment, on avait besoin de compétences. Hein. Et donc, on avait donc des équipes internes. Mais je crois que ça vient de là. Et donc, dès le départ, on s'est trompé donc, de stratégie. On a gardé que la composante technique et non pas la composante métier. Et pourtant, il y avait à l'époque une excellente direction qui s'appelait la direction organisation et qui était un peu à cheval, si vous voulez, entre les usagers et les gens du TI. Étaient quand même relativement compétents sur le TI et en même temps, c'était des gens qui avaient une vision métier. Et bien malheureusement, ça a disparu. Et ce qui est vraiment très dommage. Hein. Et donc, l'erreur qu'on a commise donc, depuis le départ et qui explique aujourd'hui finalement le destin funeste qui attend donc, les DSI, c'est qu'on n'a pas créé des DOSI, donc des directions, organisations et systèmes d'information. Et donc, depuis cette époque, eh bien, on passe son temps à se justifier. Quand je dis on, c'est le directeur du TI. On passe son temps à se justifier, vous voyez. Alors que, je viens de vous le dire, on devrait se consacrer donc à des process métiers. En fait, on fait tout à fait autre chose. Vous voyez, on cherche, on voit apparaître, mettons, des technologies comme l'intelligence artificielle, on se dit, voilà mes bons sens, mais c'est bien sûr, c'est formidable, on va l'utiliser. Alors que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se dire, je contacte un client au téléphone, il me répond, est-ce que j'ai des moyens pour anticiper sur la manière de me comporter par rapport à lui? J'en déduirai par rapport à ce qu'il me dit. J'en déduirai quoi? Eh bien, que je vais peut-être utiliser des technologies de deep learning. Bien. Mais je ne fais pas l'inverse. Je n'ai pas à faire plaisir, on va dire, aux gens qui s'occupent donc d'intelligence artificielle. Mais c'est comme ça, vous voyez, donc c'est vraiment très dommage. Donc la DSI, en fait, devrait être ou plutôt, la DSI devrait converger avec 2 autres directions. Alors, DSI, direction des systèmes d'information, on le voit ici. La direction organisation, si elle n'existe plus, il faut la recréer, au moins pour 10 ans. Et ensuite, il y a la fameuse direction qualité. Parce qu'au fond, ce que nous faisons, c'est quand même de mettre en œuvre des process de gestion qui vont améliorer la qualité au sens large de l'entreprise. Hein, les performances, l'adéquation à ce que demandent les clients. Et moi, je suggère de mettre une croix sur tout ce qui existe aujourd'hui et de créer ce qu'on va appeler la DICO, Direction informatique de qualité et organisation. Vous voyez, et je pense que c'est ça qu'il aurait fallu faire donc, dès le départ, et ça nous éviterait aujourd'hui beaucoup de désagréments. Sur ce, alors ça c'est une page que j'ai déjà eu l'occasion de montrer. Bon, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que on va dire le TI est quand même, il a quand même un rôle difficile. Hein.
Alors, vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il en est là-dedans. Je relève les points donc, les plus importants, c'est l'affrontement dans les directions de l'informatique entre les historiques, on va dire, et puis les modernes. C'est les grosses difficultés donc, à maîtriser la diversité des architectures qui sont devenues tellement foisonnantes aujourd'hui qu'on n'y comprend plus grand-chose. C'est de respecter les réglementations. On est toujours à la limite de la contravention. S'intéresser aussi, moi je crois que c'est une chose importante pour les TI actuellement, s'intéresser aussi à des domaines qui sont tabous. Par exemple, bon, vous savez que je suis assez fasciné par le monde de l'autisme, que je trouve extraordinaire, passionnant, magnifique. Mais il n'y a pas que ça, le bore-out. Pourquoi est-ce que des gens qui n'ont pas de travail dans le TI eh bien, se suicident 4 fois plus souvent que ceux qui ont du burn-out? Bon, ça, c'est des choses, ça en fait partie. C'est aussi maîtriser l'open source, qui est en train de tout envahir, mais avec aussi quelques conséquences qui ne sont pas forcément idéales. C'est faire revenir l'entreprise autour de ces données. Hein. Ce qui compte, ce n'est pas la machine, c'est les données. Et donc, ce qui compte, c'est de centrer le système d'information et donc sur les données et ne pas avoir une approche purement technique. Parce que ça, c'est facile. Alors que par contre, réfléchir véritablement aux données qui sont nécessaires et qui font vivre l'entreprise, autour desquelles on va donc installer le système d'information, ça, c'est une bonne approche. Mais vous voyez, c'est une approche organisation et non pas une approche donc, de TI. Donc, appréhender aussi donc, les nouveaux domaines. Pourquoi? Parce qu'on le verra avec une enquête que j'ai trouvée très intéressante qui montre un petit peu quels sont les rôles nouveaux aujourd'hui donc, du DSI. Bien, appréhender des domaines nouveaux, mais sans se précipiter. On n'est pas là on n'est pas aux Jeux Olympiques. Hein. Donc, la blockchain, qui va venir, c'est certain. Mais laissons-lui le temps d'arriver, le fameux traitement de la vérité. L'intelligence artificielle, les objets communicants, bien évidemment, c'est quelque chose que l'on va retrouver de plus en plus, mais ce n'est pas la peine de se précipiter comme des fous là-dedans. Alors, attention également dans les DSI, c'est ce que l'on constate aujourd'hui, et je pense que ça va augmenter donc, dans les années qui viennent. Attention donc au mal-être des gens donc, du TI. Souvent, ça se passe mal. Il y a des gens qui sont malheureux, qui sont frustrés, ne pas utiliser comme ils devraient. Vous me direz, ce n'est pas propre au TI, c'est partout. Mais c'est particulièrement net, justement, avec la DSI, maintenant que l'on remet en cause, parce qu'il y a plein de gens qui se sentent plus utiles. Et ça, c'est terrible. Surtout quand vous arrivez à 45, 50 ans, ce genre de choses qu'on n'a pas très envie donc, de se dire. Bon. Et donc ça, ce sont on va dire un certain nombre d'éléments que je rappelle ici sur le rôle. Donc alors, moi, je vais vous montrer un peu comment évolue ce DSI, à mon avis, qu'est-ce qui va se passer. D'abord, il y a le fameux consumérisme. Alors ça, j'ai peut-être eu l'occasion de vous le voir, vous avez peut-être pu le voir également. Le consumérisme, c'est le fait que les gens ont une machine chez eux et le fait qu'ils arrivent à la démarrer. Alors, je suis un peu méchant, je suis un peu narquois, hein, ne prenez pas ça pour le degré non plus, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils connaissent l'informatique, ce qui n'est pas vrai du tout. Entre se servir d'un PC avec Windows ou Linux, hein, c'est pas gérer une infrastructure qui doit marcher 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Mais il y a maintenant un discours. On nous dit, j'attends pas 3 semaines mes commandes, chez moi ça marche tout le temps, alors que chez vous ça marche jamais, je passe pas ma vie à changer de mot de passe, en plus je comprends pas votre charabia, je ne comprends rien à ce que vous dites. Bon, c'est assez agaçant ça, parce qu'il faut quand même pas confondre. Mais souvent, c'est ce qui se passe. On nous dit, ben voilà, je veux que BYOD va exactement dans cette direction. J'amène ma machine au bureau. Et puis, vous n'avez rien à dire. Je l'ai eu à Noël, je veux m'en servir. Donc, c'est très embêtant. Donc, l'influence du consumérisme, elle est évidente aujourd'hui. Et avec des usagers qui finissent par s'imaginer, donc, qui se savent servir d'un ordinateur. Il y en a qui sont des virtuoses, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas une généralité. Alors, c'est la prise de pouvoir donc, par les utilisateurs. Alors ça, là aussi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Pour moi, c'est une bénédiction. Parce que la raison numéro 1, c'est que nous travaillons pour eux. On ne travaille pas pour l'informatique, on travaille pour l'entreprise.
Et donc, ce que j'appelle la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire donc les utilisateurs, eh bien, ils sont de plus en plus impliqués maintenant et ils prennent de plus en plus donc, de responsabilités. Alors, vous avez dû entendre parler, bien sûr, de la méthode agile qu'on appelle Scrum en développement. Hein. Eh bien, le patron ou la patronne, c'est un utilisateur ou une utilisatrice. Ce n'est pas quelqu'un du TI. Et ça ne me gêne absolument pas de travailler en collaboration. Ce n'est pas une question de hiérarchie, là. C'est une question d'efficacité. Et donc, le fait que les utilisateurs prennent le pouvoir sur des projets d'infrastructure, des projets de réseau, des projets de développement, ça me paraît une très bonne chose. Et nous, côté TI, on est là pendant un temps, pendant 10 ans, après on sera remplacé par le cloud. Et bien pendant un temps, on va être là pour les aider. Parce qu'ils ne connaissent peut-être pas toujours toutes les subtilités de notre métier, on va les aider. Et je trouve que c'est une bonne chose hein, que de les aider. En faveur donc, des utilisateurs, bon, d'abord, ils ont souvent souvent une connaissance quand même, souvent méconnue hein, de l'informatique. Ils ont la connaissance des données, ça je l'ai dit souvent, parce que ça nous aide tellement de pouvoir nous adresser à quelqu'un qui connaît, on va dire, l'ensemble des données manipulées dans l'entreprise. Hein. Rappelez-vous ce que je disais il y a un instant, entreprise centrée ou organisée donc, autour de ces données, ça me paraît essentiel et c'est une bénédiction. Hein. Et en plus, les usagers ne sont pas pollués par un passé technique. Et malheureusement, nous, parce que je me mets dedans, hein, nous, on a fait quelque chose, donc on a un peu tendance à vouloir le reproduire. Et donc, on est un peu, vous voyez, un petit peu orienté par ce que nous avons déjà fait. Et ça, ce n'est pas forcément une bonne chose. Alors, ce qui limite les usagers, mais on va les aider, bien entendu, c'est qu'il leur faut donc un minimum technique de compréhension, c'est évident. La hiérarchie ne comprend pas. Alors, c'est souvent, quand on dit la hiérarchie, c'est plutôt les ressources humaines, qui ne comprend pas qu'un non-technicien puisse prendre la direction de projets qui sont des projets techniques. Et parce que ces gens-là s'imaginent donc que le TI est 95-99% technique, c'est bien cette fameuse dérive dont je vous parlais tout à l'heure, cette erreur de casting que nous avons faite il y a 40 ans. Bon, et puis c'est le fait que ce qui les limite, c'est qu'ils n'osent pas. Ça fait aussi 40 ans que nous avons, nous TI, un langage, un vocabulaire incompréhensible. Il suffit de tester, vous savez, et de discuter avec des gens dont ce n'est pas le métier, on peut les embuer tout de suite. Hein. C'est très facile à faire. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un moyen de protéger nos propres faiblesses. Que ça soit fait d'une manière explicite ou implicite, je crois que c'est souvent ça. Mais c'est vrai qu'on a eu un langage quand même très abscon pendant longtemps. Et donc, il y a eu, on va dire, une espèce de cassure, vous voyez, qui s'est produite entre les usagers et nous, et je l'ai souvent dit que ça fait 45 ans qu'on ne se comprend pas. Et, vous voyez, et je pense que pour que l'on se comprenne, eh bien, il faut qu'ils prennent le pouvoir. Et on sera là donc pour les aider. Alors, vous avez donc donné le cas, donc l'exemple en tout cas de la méthode Scrum et de son fameux Product Owner, hein, qui est donc un utilisateur ou une utilisatrice, et son fameux cabinet noir, qui est un ensemble d'utilisateurs qui réfléchissent à ce qu'il faudrait faire, non pas en fonction des outils qu'éventuellement on aurait déjà achetés, ce qui est déjà une erreur, mais en fonction des vrais besoins. Vous voyez, mais des besoins métiers. Hein, j'insiste. Bon, donc prise de pouvoir des utilisateurs. Alors aujourd'hui, malheureusement, pour le directeur de TI, il est confronté donc à des dérives et des contraintes qui se multiplient. Alors, j'ai donné l'exemple donc, du Shadow IT, ce qui est une aberration absolue. Mais c'est une catastrophe, ce truc-là. Et des fois, il y a des entreprises dans lesquelles vous avez 5 ou 6 informatiques différentes. C'est pas possible, hein, on n'y arrivera jamais. De toute façon, elles s'adossent, toutes ces informatiques, sur l'informatique existante, ne serait-ce que pour récupérer des fichiers, des bases de données ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est une stupidité. Il ne faut surtout pas le faire. Les directions métiers, on constate également, un peu pour ce que je disais tout à l'heure, comme elles ont beaucoup souffert de l'incompréhension qu'il y avait par rapport donc, à la DSI, qui était souvent très chère, avec des délais trop longs, eh bien, les directions de métier donc,
se sont méfiées donc, pendant longtemps donc, du TI, et aujourd'hui, elles veulent leur indépendance. Et donc, ça va amener, à mon sens, la disparition donc, de la DSI. La tentative, moi je pense que toutes les tentatives qui ont été faites pour faire des directions, donc on va dire parallèles, ce qui n'a aucun sens, je pense d'abord que les compétences ne se décrètent pas. Alors je vais vraiment être charitable, je ne vais pas donner d'exemples trop méchants, mais j'ai vu des horreurs absolues. Les fournisseurs en ont profité pour proposer n'importe quoi, et après ça, pour s'en dépêtrer, ce n'est pas simple. Les coûts résultants ont été exorbitants. L'indépendance, je pense, est un leurre, et surtout, ça a été une erreur psychologique de la part de la direction, qui s'est dit, je préfère mettre mes hommes et mes femmes à moi à ces directions-là, plutôt que les gens du TI, dont je me méfie, parce que c'était un pouvoir dans le pouvoir. Il y a un côté, vous savez, c'est les règlements de compte à hockey choral en ce moment, et c'est donc tout à fait ça. Alors, les contraintes qu'on nous impose, les contraintes, vous les connaissez, c'est la gestion de l'énergie, halte donc à la présumée pollution numérique. J'ai eu l'occasion de m'en exprimer, nous ne sommes pas les pollueurs de la planète, il y a pire que nous. C'est la protection des données personnelles, c'est avec le fameux RGPD ou équivalent américain. Personnellement, je trouve que c'est pas une bonne chose, même si c'est une bonne idée que de protéger donc des données très sensibles. Aujourd'hui, on a fait l'inverse, c'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus rien faire. Et toutes les entreprises de la planète sont dans des situations qui ne sont pas bonnes et qui sont contraires à la réglementation. Il suffit d'aller regarder les fichiers, et surtout les vieux fichiers qu'ils utilisent depuis très longtemps. La sécurité, c'est une contrainte, mais surtout c'est une catastrophe. Je vous dis, mettre en place des systèmes donc sécurisés, autant qu'autoriser une jambe de bois. Donc ça ne sert à rien. Pourquoi? On l'a dit souvent, à cause des protocoles et puis d'Internet qui ne valent rien, qui n'étaient pas prévus pour ce qu'on leur fait faire aujourd'hui. La disponibilité 7/24, ça paraît normal et évident, mais attendez, il faudrait peut-être que les gens qui l'exigent viennent voir ce que c'est. On fait quand les sauvegardes? On fait quand? Vous voyez, maintenir un service, c'est pas évident. Maintenir donc des systèmes donc, de protection pour pouvoir redémarrer immédiatement s'il y a des difficultés, ça n'a rien de simple. Alors on lui dit non, 7/24, débrouillez-vous. C'est toujours pareil, c'est du cambouis et de la technique. Évidemment, on constate aujourd'hui réduction des budgets, voyez, mais ça n'empêche pas que les exigences, elles, sont en hausse. Et on est sous contrôle, donc de contrôle de gestion, on va dire, qui sont absolument draconiens. Bien entendu, avec un personnel donc, qui réduit, et je vous le disais tout à l'heure, un pouvoir donc, qui a dérangé. Ma direction informatique de DSI, elle est en permanence surveillée maintenant. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples. Vous avez... ce n'est pas toujours explicitement précisé, je suis d'accord. IT ou ITIL n'est pas fait pour nous surveiller tous les jours, mais c'est quand même un moyen de nous canaliser. Vous voyez, Covid, pour les aspects sécurité, là encore, c'est un moyen de s'assurer que vous restez bien dans les clous et que vous allez dans la bonne direction. Tout ce qui est sécurité avec ISO 27000, là encore, c'est un moyen de nous contrôler, de nous surveiller et de faire en sorte que nous fassions les choses, que nous faisions les choses donc correctement comme l'état de l'art de notre métier le voudrait. Vous voyez, on pourrait citer également les BSC, tous ces moyens on va dire de BI et d'analyse de nos résultats. Aujourd'hui, c'est des états en permanence, temps réel, pas temps réel, et donc des moyens qui nous permettent de vérifier ce que nous faisons. Pareil, c'est de la surveillance. CMMI, c'est quoi? On va dire, c'est l'amélioration de la pertinence, de la maturité donc, des gens qui travaillent dans le TI. Quand on vous dit, vous devriez passer du niveau 2 au niveau 3, ça veut quand même dire quelque part que vous n'êtes pas très bon. Parce que si on vous dit de monter à un niveau de maturité plus élevé, c'est pas parce que l'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je pense que c'est une bonne chose, mais il faudrait peut-être le présenter un petit peu différemment. La gouvernance IT, c'est-à-dire le DSI, pour gérer sa propre direction, là encore, il a des normes ISO 38500 là encore, qui sont des garde-fous. Et je pourrais même ajouter, on pourrait regarder dans les différents métiers, d'une manière verticale, la conformité, par exemple, dans le domaine de la santé, avec HIPAA,
quels que soient en fait, les domaines dans lesquels on travaille, on est contraint. Il faut tout regarder à droite et à gauche, il n'y a pas un feu rouge. Et ça commence quand même à être lassant, et c'est quand même pas très amusant quand on est responsable de TI. Du côté de la sécurité, ça aussi j'avais dû vous l'indiquer, mais aujourd'hui, la sécurité, c'est un désastre. D'autant plus, ça encore, j'avais dû vous en parler, on n'embauche pas, on ne prend pas les gens à la sécurité, ceux qui devraient être là. Voyez, on prend des gens bien coiffés avec un costume 3 pièces, alors qu'il nous faudrait des gens qui viennent en Bermuda avec moins 31 degrés, après ce que j'ai entendu dire à Montréal ces jours-ci. Bon, il faut des gens quand même un peu farfelus, parce que les problèmes viennent de partout. Je vous les mets ici, des hyperviseurs VMware, sur les mobiles, sur les sites internet avec le watering hole, avec Docker, et puis les containers, hein, qui amènent aussi leurs propres problèmes, les paiements sur les mobiles, des attaques de type DOS donc, et des DOS qui sont donc des attaques de saturation distribuée, des attaques de structures industrielles, les ransomware, enfin, les IoT aujourd'hui avec les objets, BYOD, vous avez de partout, on est attaqué. Alors ça, c'est quand même très embêtant. Très embêtant, et je pense que l'un des gros soucis que nous avons, c'est que nous ne mettons pas, encore une fois, c'est une directive des ressources humaines, on ne met pas les gens qu'il faut au bon endroit. Bon, j'insiste pas plus. Alors, à quoi sert un DSI aujourd'hui, en 2021? Alors, vous allez bien sûr comprendre ça avec humour, hein, si vous le voulez bien. Donc, aujourd'hui, je trouve que c'est quelqu'un qui dirige une équipe dont il ne maîtrise plus les techniques. C'est la vérité, c'est comme ça. Il est au carrefour des demandes des ressources humaines, de la direction générale et des métiers. Et en fait, quand on regarde bien, mais c'est vrai, vous savez, hein, je pense qu'il y a parmi vous, il y a des personnes qui vont se reconnaître, hein, on passe son temps en réunion de travail. Alors, j'ai fait une espèce de code mal taillé, vous voyez, avec ici la répartition du temps. Alors, 50% du temps est passé avec la DRH pour les nouveaux embauchés, les formations à prévoir, les entretiens d'évaluation. 50% du temps est passé sur les problèmes humains personnels, les états d'âme, les frictions dans les équipes, les frustrations des éternels incompris. 50% du temps pour les négociations contractuelles avec les fournisseurs. Alors, ils veulent tous nous faire passer actuellement en mode location. C'est même vrai avec les logiciels aujourd'hui. 50% du temps est passé à la préparation et au reporting pour la direction générale, qui n'arrête pas de nous demander donc des comptes rendus. Hein, c'est absolument effroyable. 80% du temps passé sur les réunions qui ne servent strictement à rien. Hein, 30% pour la participation à des réunions externes, les kick-offs avec les vendeurs, hein, pour les campagnes commerciales, la représentation en termes d'image donc de l'entreprise, puisque nous sommes quand même un peu un fleuron encore donc, de l'entreprise, et puis 50% aussi en cure de sommeil pour pouvoir arriver à supporter tout ça. Je pense que vous avez quelques calculs, on est un petit peu au-dessus des 100%. Mais c'est un peu ça, vous savez. Et qu'est-ce qui reste? Il reste 1% pour les formations techniques, 0,01% pour le suivi des projets, et puis 0,0000001% pour la réflexion sur le futur. En fait, le DSI, il n'arrive plus à maîtriser son avenir, parce qu'il ne peut pas. Il est tout le temps en train de se préoccuper de choses qui ne présentent aucun intérêt, mais qu'il faut quand même traiter. Enfin, l'intérêt, ce n'est pas tout à fait le mot, mais qui sont envahissantes, on va dire. Vous voyez, le DSI, en 2021, il est plus un intermédiaire aujourd'hui qu'un acteur qu'il était donc du paysage TI. Je vous l'ai dit, il n'a plus de pouvoir. Il n'est pas donc dans le commerce. Il est dépassé techniquement, parce que c'est impossible de suivre les évolutions du marché. D'ailleurs, ça explique pourquoi nous sommes là, hein, mais il est dépassé techniquement, parce qu'il ne peut pas s'en sortir. Comment voulez-vous qu'un DSI, aujourd'hui, sauf à être un spécialiste du sujet, puisse dire maintenant, je vais utiliser plutôt une technologie de type machine learning plutôt que réseau neuronal avec le deep learning? Mais attendez, c'est un travail très important, ça. Il ne peut pas. Donc, en plus, il n'est plus reconnu, hein, je vous l'ai dit, il n'est plus reconnu donc, par les métiers qui ne voient encore, malheureusement, qu'un spécialiste technique. Et c'est ça, donc la fameuse erreur dont on parlait. Alors, bien entendu, il faudrait peut-être créer donc, une journée qui fasse un peu plus de 24 heures, mais vous voyez, ça ne va pas du tout. Mais c'est la réalité, vous savez. Hein. Ouais, j'ai été longtemps DSI et je veux dire que des fois, à la fin de la journée, je me disais, mais c'est pas possible, je vais devenir fou.
je suis peut-être devenu, après tout. Les grands chantiers à venir, bon, ça, c'est des choses que l'on maîtrise mieux. Hein. Transformation numérique, mais attention, pas comme nous le faisons maintenant, pas avec une approche technique. Transformation numérique sur les process de gestion de l'entreprise. Et donc, c'est ça. Là, par contre, il y a des choses à faire là-dedans. Et on utilisera bien entendu des technologies modernes pour ça, mais d'abord, un point de vue qui sera un point de vue d'utilisateur. Ça va être l'urbanisation des processus. Il faut absolument se constituer des bibliothèques on va dire, de code réutilisables, et il faut urbaniser ce que nous faisons de manière à ne pas à chaque fois réinventer donc l'eau chaude. Dématérialiser au maximum. Ça, c'est un besoin. Je vous disais que la dématérialisation ne représente aujourd'hui à peu près que 35% des process de gestion dans les entreprises. Et encore, parce qu'ils sont imposés par des administrations et des agences gouvernementales. En fait, c'est un échec absolu, la dématérialisation. Et pourtant, il faudrait le faire. C'est l'intégration donc progressive, prudente, vous voyez, très prudente des technologies avancées donc, que sont les objets communicants, la blockchain et l'intelligence artificielle. C'est le traitement de la qualité des données patrimoniales, celles qui sont essentielles pour la vie donc, de l'entreprise, les clients, les produits, etc., les devises, c'est fondamental. Progressivement, la prise en compte du big data, mais ça, à mon sens, ce n'est pas avant 10 ans, parce que le big data aujourd'hui est un leurre, pour ne pas dire une escroquerie, sauf cas très particulier. Alors, je suis un peu méchant avec ça, mais la réalité, ce n'est pas du tout ce qu'on nous montre. Hein. Et donc, le BI, c'est la mise en œuvre, bien sûr, des réseaux donc, à très haut débit, de manière à pouvoir créer cette fameuse ubiquité d'usage. Avec le Covid, tout va changer. Les gens donc, travaillent maintenant chez eux. Alors, ils ne sont pas tous très heureux de le faire, mais ils sont chez eux et il leur faut donc des moyens. Et bien, ça fait aussi partie des projets donc, à mener pendant les quelques années donc, qui sont donc, devant nous. La gestion de la connaissance également, voilà un sujet fondamental et qui pourtant a été très maltraité, qui est celui de la mise à disposition des employés de l'entreprise du savoir de l'entreprise. La gestion de la connaissance, qui n'est vraiment pas évident. Mais ça, c'est fondamental. Ce n'est pas Internet, c'est vraiment ce que moi, en tant qu'entreprise, je sais de manière à rendre service à un autre utilisateur qui peut se retrouver dans la même situation que moi, pour les vendeurs, par exemple, ou les techniciens. Le départ vers le cloud, donc avec, bien entendu, décision prise par la direction générale, parce que ce n'est pas nous qui la prenons, ce n'est pas notre rôle, avec refonte des équipes et suppression de postes. Il ne faut pas se leurrer. Le passage à peu près 80% des process, on va dire, techniques de l'informatique, du TI, vont évidemment entraîner donc, les suppressions de postes. Donc, pardonnez-moi, mais il faut le dire, il faut s'en préoccuper maintenant. Et donc, en parler avec les ressources humaines, ne serait-ce que pour commencer à regarder comment répartir les personnes, comment les former. Il faut s'y préparer. Les compétences des gens qui vont rester au moins pendant un temps vont être plus grandes. Si vous voulez, on sera moins nombreux, mais on sera beaucoup plus pertinent et beaucoup plus compétent. Et ça a été vrai d'ailleurs avec la production, et ça explique pourquoi la production n'a pas bien marché, parce qu'elle n'avait pas été préparée à ça. Or, la production d'aujourd'hui n'a rien à voir avec cette qualité donc, il y a quelques années. Banalisation, donc il faut arriver à traiter cette fameuse banalisation donc, des terminaux, BYOD d'une manière intelligente, mais pour l'instant, on n'est pas capable de le faire d'une manière cohérente. Développement des moyens de communication virtuels performants, parce qu'à cause du Covid, eh bien, on a besoin donc, de ces outils-là. On ne reviendra plus jamais au bureau comme avant. D'abord, il y aura moins de bureaux. Et donc, notre rôle pendant les années à venir, c'est quand même de faire ça. Traiter la sécurité avec vraiment toutes les difficultés qu'il y a autour de ça. Globalement, augmenter donc, la compétence des équipes restantes. Résoudre le problème donc, des RH, des ressources humaines, qui sont bloquées 9 fois sur 10 sur des schémas qui sont ceux du XXe siècle. On est quand même au XXIe siècle maintenant. Ce n'est pas de leur faute, mais je vous dis, il y a une espèce de coupure qu'il y a eu entre les usagers et les ressources humaines par rapport au TI, qui est maintenant difficile à combler. Et puis, c'est le management donc, des équipes de développement externe, et peut-être, alors je mets un peu d'eau dans mon vin ici, par rapport aux techniques de low-code. Il me semble que les applications, en tout cas, qui ont été produites, ne sont pas bonnes, ne sont pas belles, mais c'est vrai qu'actuellement, il y a un mouvement assez favorable à ça, et après tout, il faut répondre aux besoins donc, des usagers.
avec mon trio indiqué ici, la gestion des talents, la gestion des infrastructures et puis la gestion de la sécurité. Donc, dans les 10 ans qui viennent, alors je vous recommande une étude qui a été faite par Forbes, donc, qui est CIO Transformation Survey, donc, qui rappelle ce que doivent être donc, les préoccupations donc, de la DSI pendant les 10 années à venir. Et il décrit, donc, le DSI décrit cette étude en 4 grandes, on va dire 4 profils donc, de DSI. Les transformateurs, alors, ce sont des gens qui expérimentent et qui encouragent des projets numériques avec des innovations importantes. Il y aura les promoteurs, les DSI promoteurs, qui offrent du support et de l'assistance, hein, mais qui ne sont en général pas à l'origine des projets de transformation, plutôt utilisateurs. Vous avez les agents, hein, donc des DSI agents, qui se concentrent, eux, sur la maintenance des systèmes, donc, les agents ne sont pas à l'origine des projets de transformation, mais ils offrent quand même un support et une assistance. Et puis enfin, vous avez les plombiers, hein, celui-ci, hein, et qui lui est chargé donc de la maintenance des systèmes existants. Vous voyez, il y a un côté quand même un peu péjoratif, un peu narquois. Les systèmes d'information d'avant, c'est les plombiers. Très bien. En tout cas, je trouve que ce n'est pas idiot du tout, hein, avec entre autres les préoccupations, l'extension du rôle d'un DSI et le fait qu'il doit rassembler des fonctions technologiques telles que le CDO pour les données, le CTO pour l'aspect technique et puis le CISO donc pour les aspects sécurité, assister le business, focaliser sur la création de valeur, ça on l'a dit également, promouvoir l'agilité des process et des pratiques, c'est tout à fait donc, dans le sens de ce que je décris. Vous voyez, bon, c'est une étude qui est vraiment très intéressante et qui est très récente et qui éventuellement donc, pourra vous aider. Alors, si je regarde maintenant, j'ai même donné une organisation, vous voyez, j'ai quand même été loin. Pendant les quelques années donc, qui viennent, je pense qu'on peut, voilà, un mode d'organisation qui peut être intéressant avec l'IT manager, à qui je rattache directement les méthodes, le centre d'appel, l'administration courante. Vous voyez, c'est une façon d'organiser donc les choses avec toujours la suppression donc, des intermédiaires inutiles. Par exemple, le centre d'appel, ce n'est pas la peine de le rattacher au réseau. Hein. On le rattache directement à l'IT manager. Ça, c'est une suggestion que je vous fais d'organisation d'un TI moderne, avec entre autres quand même un point sur lequel je voudrais insister, c'est le retour de l'équipe système, qui englobe la sécurité, les architectures réseau, les architectures applicatives et les infrastructures. Et donc ça, on l'a supprimé, je ne sais pas pourquoi, mais il faut au moins pour les années qui nous viennent, soit sous-traiter, mais je préférerais l'avoir à la maison, soit les implémenter, donc une équipe bien distincte qui va donc reporter directement donc, aux responsables du TI. Bon. Le DSI, donc finalement, moi je pense qu'il va finir comme un acheteur donc, technique. Un acheteur technique, et ce sera donc, après cette période de 10 ans, une sorte d'intermédiaire donc, entre les intégrateurs et les fournisseurs hein, et les directions métiers opérationnelles. On ne va plus jouer, le DSI ne va plus jouer le même rôle. Il va donc acheter des prestations pour le compte d'eux, ou bien il va assister donc les métiers dans leur choix. C'est à lui, je pense, que restera quand même le soin de faire des comparaisons, parce que quand même, il a un background qui lui permet d'être légitime. Mais il n'aura plus la décision finale, ça c'est plus lui. Il va être intégré, donc, comme je vous l'ai dit, dans les services généraux en tant qu'acheteur senior à orientation technique. Et il va cohabiter avec les services de production d'énergie, de surveillance, de sécurité, de connectique qui va donc lui être enlevé. C'est la connectique, c'est un monde à part. Il n'y a pas vraiment de raison, dans 10 ans, hein, dans le futur, de le garder dans le périmètre et dans la sphère donc, du TI. Mais son rôle, ça va être aussi de surveiller les standards, hein, les formats, les écueils techniques qu'il peut y avoir. En fait, il va jouer un rôle de vigie. C'est ce que montre ici ce petit dessin. Ça va être un veilleur technique, mais sans avoir nécessairement donc, de direction spécifique. Alors, ça va être comme ça. Alors, évidemment, c'est beaucoup moins reluisant et beaucoup moins encourageant et motivant que ce que l'on connaît maintenant ou ce que l'on a connu depuis quelques années. À terme, le TI va donc être orienté vers des services sur étagère, une espèce de catalogue hein, qui aura été construit d'une manière plus ou moins brinque-ballante, avec plus ou moins de compatibilité, mais qui fera des choses.
je ne crois plus, je ne pense pas en tout cas que ça sera comme ça dans le futur, je ne crois plus vraiment à la perfection donc, du TI. Le TI va être un ensemble de moyens ou un ensemble de services auxquels je vais recourir, auxquels je vais m'abonner et qui seront pas nécessairement indépendants, mais qui pourront être indépendants, voire même incompatibles. On va vers un monde plus dévertébré que celui qu'on a eu jusqu'à maintenant. Alors, c'est peut-être aussi la conséquence d'une approche qui maintenant est moins technique, c'est vrai. Mais bon, ça sera, à mon sens, comme ça, une espèce de catalogue global de services qui sont accessibles donc sur étagère. Alors, le dernier aspect, est-ce qu'il faut conseiller la filière de directeur de TI? Je vous dis non. Autant, autrefois, on pouvait considérer que c'était effectivement une filière qui était motivante, mais ce n'est plus du tout le cas maintenant. Et dans quelques années, le métier d'IT manager ne présentera aucun intérêt technique, sauf à faire quelques vagues comparaisons. Mais je veux dire, franchement, c'est un peu le cas d'ailleurs maintenant, hein, alors qu'il y a quelques années, je vous dis, c'était un argument fondamental. Hein. Moi, je l'ai connu, puisque quand on m'a embauché, on m'a dit, est-ce que je serais à 60 ans directeur d'une filière? Alors, je m'en moquais royalement hein, à l'époque. Mais c'est comme ça. Donc, plus d'intérêt technique. Or, l'informatique peut aussi, pour certaines personnes, présenter un intérêt, ne serait-ce que de compréhension, de mise en œuvre, de développement. Bon. Il n'y a plus de perspective d'avenir pour le directeur du TI, sauf si le TI, le nouveau DSI, est un homme ou une femme métier. S'il a eu la présence d'esprit de rester compétent et proche des utilisateurs, tout en n'abandonnant pas donc son métier d'origine, ça peut quand même se passer. En plus, c'est un métier extrêmement ingrat, beaucoup d'exigences et pas de reconnaissance. En plus, il y a un décalage avec les spécialistes qui est extrêmement difficile à vivre. Les gens qui font du développement, les gens qui s'occupent d'infrastructures, de sécurité, parce qu'eux, ils nagent quotidiennement là-dedans. Quelqu'un qui fait du développement en Python, eh bien, au bout d'un moment, il est très compétent en Python, alors que son patron ou sa patronne n'est pas aussi compétente que lui. Or, ça, c'est extrêmement difficile à vivre. Et je parle de cette fameuse syndrome de la réunion. On voit des comportements aujourd'hui vraiment à la limite de l'insulte. Vraiment, certains développeurs, certains spécialistes d'infrastructure ou de sécurité se moquant presque ouvertement de leur patron. Mais leur patron ne peut pas être compétent comme eux. Ou alors, il faut qu'il abandonne tout le reste. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre. Les DSI sont souvent taxés d'incompétence, hein, je vous dis, mais c'est impossible d'être à la pointe dans tous les domaines du TI. En plus, si vous voulez, c'est un métier très stressant. Hein, parce qu'on fait faire de plus en plus, et faire faire, c'est bien plus difficile que de faire soi-même. C'est très stressant. C'est pas vous qui tenez pas vous qui tenez les éléments de votre développement. Et puis la gestion des personnes. Moi, j'ai vu une dérive épouvantable. C'est-à-dire qu'il fut un temps où le directeur de TI pouvait être un peu considéré comme un grand frère, une grande sœur, parce qu'il faisait un peu le même métier qu'eux, et puis finalement, bon, ça se passait bien. Mais c'est plus comme ça du tout. Vous voyez, on a cette dérive. Moi, j'ai constaté ça en particulier donc avec les développeurs. Certains développeurs, pas tous, hein, attendez, encore une fois, ne prenez pas ça au premier degré, hein, avec donc les développeurs, connaître un langage, quel qu'il soit, même du C++, ça ne prédispose pas à avoir le prix Nobel. Hein. J'ai souvent dit, et je le répète maintenant, que l'ETI, ce n'est pas une science, hein, c'est une technique qui s'apprend et qui se met en œuvre. Ce n'est pas les fondements de l'intelligence artificielle et des mathématiques qu'il y a derrière, mais ce n'est pas ça. Or, il y a un peu cette dérive qui vient des techniciens, on va dire, très spécialisés, qui ne comprennent pas qu'on puisse ne pas être aussi compétent qu'eux sur leur sujet, ce qui est complètement aberrant. Et ce que je vois monter, c'est une forte agressivité dans les contacts, voire de prise d'otage au sens figuré, bien entendu. C'est-à-dire prise d'otage, c'est-à-dire que je ne fais pas mon travail, tant pis pour toi, tant que tu ne seras pas plus aimable, je ne ferai pas mon travail. Et ça ne va pas. La gestion des équipes par une DSI d'aujourd'hui, et ça va s'aggraver dans les années à venir, est extrêmement délicate. Ce qui fait que c'est un métier qui est devenu très stressant. Donc je vous dis,
moi, je ne crois pas que ce soit une filière qui présente de l'intérêt. Et je pense qu'au contraire, il faudrait soit se rapprocher du métier, soit carrément faire autre chose. Voilà, nous arrivons, il est juste donc la demi, donc vous voyez exactement donc mon planning. Cette présentation sera disponible donc demain sur notre site internet, vous le savez. Vendredi prochain, je vais vous accueillir sur un sujet qui est plus technique cette fois-ci, qui concerne donc le retour fantastique de la gestion de fichiers. C'est fou ça. Aussi bien dans les fichiers donc en cluster que dans les machines, c'est un retour. Et on parlera également après, ce sera le 16 avril avec un petit décalage, puisque nous avons donc un séminaire sur l'état de l'art informatique pendant 10 jours, sur les hologrammes et la communication. Et ça tombe bien parce que Microsoft vient d'annoncer un système qui s'appelle Mesh et qui permet donc non plus de voir un objet, mais une scène complète sous forme d'hologramme. Alors, je ne sais pas si on va devenir complètement fou, hein. À mon avis, on est quand même bien parti, mais ça tombe pile là-dedans. Enfin, voilà. Donc, ce dont je voulais donc vous parler, alors j'espère que je ne vous ai pas choqué hein, avec toujours mais ce qui me fait peur, si vous voulez, dans cette histoire maintenant, c'est cette incompréhension qu'il y a avec les équipes. Pas dans une méthode agile. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je trouve qu'une méthode agile telle que Scrum est très intéressante parce qu'il y a beaucoup plus d'harmonie avec les chefs de projet, enfin, ex-chefs de projet et puis le product owner. Et ça me gêne beaucoup. Et je sens quand même une dégradation des relations avec, sur fond, bien entendu, de tout cela, suppression de postes et puis le cloud qui va devenir quand même de plus en plus essentiel, bien entendu, et qui va se traduire forcément par des changements profonds. Voilà ce que je voulais vous dire, donc, chers amis. J'espère vous retrouver donc, la semaine prochaine. Hein. N'hésitez pas de communiquer avec moi si j'ai dit des horreurs, hein, mais c'était volontaire, hein, vous avez prévenu. Hein. Donc, mais je pense qu'il y a quand même des choses qu'il faut dire. Hein, voilà, parce que je les ai vécues ou je les vis encore donc, actuellement. Et donc, voilà, j'espère que ça vous aura été utile et je vous souhaite donc le meilleur et j'espère vous retrouver donc la semaine prochaine pour parler de choses tout à fait donc différentes. Merci infiniment, à bientôt.